Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, la question qui nous a été posée était de savoir est-ce que l'eau qui est offerte à la consommation en Martinique est exempte de chlordécone. Donc je vais vous parler de l'eau du robinet puisqu'elle est offerte à la population. Moyennant évidemment facturation, mais enfin c'est de l'eau offerte à la population de la même manière que les eaux qui sont produites et embouteillées localement. Je ferai également un petit point sur les eaux de source, des eaux de source qu'on dit naturelles, donc qui ne sont pas offertes à la population, mais qui pour autant sont utilisées par la population. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, donc rapidement pour vous dire que l'ARS ne produit pas d'eau du robinet, ne traite pas l'eau, n'exploite pas les réseaux. Par contre, nous avons un certain nombre de compétences sur le champ de l'eau destinée à la consommation humaine. Et notamment, nous intervenons dans l'autorisation des ressources qui sont exploitées pour la production d'eau humaine. Donc on vérifie qu'elles soient adaptées aux normes sanitaires en vigueur. Et également, et c'est ce dont je vais vous parler plus précisément aujourd'hui, nous mettons en œuvre ce qu'on appelle le contrôle sanitaire des eaux distribuées. Donc, le contrôle analytique en particulier. Alors, ce contrôle analytique, il est obligatoire, hein, c'est le Code de la santé publique qui l'impose pour toutes les eaux produites localement et distribuées localement. Donc, je vous disais le robinet et les eaux embouteillées. Et ce contrôle, il est piloté par l'ARS, il est mis en œuvre. Donc c'est actuellement le laboratoire territorial d'analyse qui réalise avec le laboratoire Terranadrome les analyses dans le cadre de ce contrôle sanitaire. Et pour ce qui concerne les pesticides, donc nous analysons à chaque fois qu'on fait une analyse pesticide, ce sont des analyses multirésidus, c'est-à-dire que nous analysons environ 320 molécules pesticides à chaque analyse pesticide. Donc ces molécules, ce sont à la fois des molécules dites mères, mais également des produits de dégradation, donc les molécules dites filles, les métabolites de ces pesticides dont vous avez certainement entendu beaucoup parler, en particulier en ce moment. Autre chose à préciser, c'est que la réglementation en fait impose un contrôle sur les ressources, un contrôle pesticide sur les ressources, au moins une fois tous les 5 ans pour les tout petits débits. Donc c'est plusieurs fois par an, hein. Pour les gros débits, on est sur une fois par mois. Mais pour les petits débits, la réglementation permet d'aller jusqu'à une fois tous les 5 ans. En Martinique, le choix qui a été fait, c'est pour les tout petits débits de ne pas aller jusqu'à 5 ans, mais de le faire au moins une fois tous les 2 ans. Tous les 2 ans, pardon. Donc ça, c'était simplement pour introduire un petit peu. Alors, ce contrôle sanitaire se traduit comment? Donc en Martinique, on a une trentaine de captages qui sont exploités pour la production d'eau potable. On a une vingtaine de stations et une trentaine également de réseaux de distribution de cette eau qui est produite. Et donc, l'ensemble de cette centaine d'installations est soumise au contrôle sanitaire. Aucune installation en Martinique n'échappe au contrôle sanitaire des eaux. Je pense que c'est important de le dire puisque ce n'est pas forcément le cas dans toutes les régions. Donc ici, on a bien toutes les installations qui rentrent dans ce contrôle. Quand on regarde un petit peu de plus près, puisque bon, pour avoir une eau exempte de chlordécone au robinet ou de pesticides de manière générale au robinet, l'idée c'est quand même de partir de ressources qui sont elles-mêmes exemptes de pesticides. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de ces ressources en eau brute, vous voyez sur la carte beaucoup de bleu. Donc ce sont une trentaine de captages qui sont actuellement exploités et qui ne sont pas du tout concernés par une présence de pesticides. On ne retrouve pas de pesticides dans ces captages-là. Vous avez un certain nombre de captages barrés, donc ce sont des captages qui ont été utilisés pour la production d'eau potable dans le passé, qui ne sont plus utilisés depuis un certain nombre d'années. Et puis, vous verrez qu'il reste encore 2 petits points qui ne sont pas bleus. Donc, du côté gauche, côté Caraïbes, la source Maurestin, sur laquelle on retrouve depuis assez récemment parfois des traces de chlordécone, pardon, pas de chlordécone, de pesticides, en l'occurrence du bromacil, donc un produit qu'on utilisait dans l'ananas. Et puis, de l'autre côté, donc cette ressource, pardon, est pour l'instant une ressource dont on ne peut pas se passer, puisqu'elle alimente une partie de la côte Caraïbe qui est importante. Et puis ensuite, le captage de la rivière Capot, que tout le monde connaît, et qui, lui, subit un traitement qui est adapté à la qualité de la ressource, donc un traitement spécifique pesticide. Donc, avant de vous montrer les chiffres sur l'ensemble de la Martinique, je voudrais d'abord vous présenter précisément les résultats sur la filière Capot-Vivet, donc le fameux captage orange qui est à la carte.
Et donc vous voyez en bleu les résultats de ces mesures, en rouge la norme sanitaire, enfin la norme réglementaire, et en pointillé les limites de quantification du laboratoire dont on vous a parlé ce matin. Alors je vous le disais, c'est un traitement spécifique qui est mis en place à Vivey, c'est un traitement qui est bien maîtrisé, qui est mis en place depuis 2003, et vous voyez par exemple que depuis 2007, nous n'avons relevé que 2 analyses non conformes sur toute cette période. Et vous voyez également que depuis 2020, on n'a même pas quantifié cette molécule chlordécone en sortie de traitement de l'usine Vivey. Donc tout ça pour dire que vous voyez qu'on va progressivement sur des limites de quantification qui sont de plus en plus faibles et sur des résultats qui sont de plus en plus faibles au fur et à mesure que les techniques avancent. Donc au jour d'aujourd'hui, alors je reviens un petit peu au niveau de l'échelle. Ça c'est Vivey, donc vous vous rappelez Rivière-Capot, traitement Vivey, ça ce sont les résultats du traitement Vivey. Et là, quand on regarde à l'échelle de la Martinique, cette fois, donc toutes ressources confondues, ce que vous voyez sur 2023 par exemple, donc en bleu clair, vous avez les résultats sur lesquels on n'a relevé aucune présence de pesticides. En bleu, les résultats sur lesquels on a quantifié cette molécule sans qu'elle dépasse les normes de conformité. Et en rouge, les résultats qui pourraient être non conformes. Donc vous voyez qu'en rouge, on n'a quasiment rien. Même en quantification, au fur et à mesure du temps, on détecte de moins en moins de molécules. Et vous voyez que sur l'ensemble de molécules, des prélèvements, des résultats de mesure que l'on a principalement des prélèvements sur lesquels on ne retrouve aucune trace de pesticides. Donc ça, c'est la situation globale Martinique. Vous avez vu qu'on fait chaque année environ 60 analyses sur l'eau qui est traitée et distribuée à la population. À noter que vous voyez la partie qui est encerclée, vous voyez qu'il y a plus de prélèvements que les années précédentes. C'était une période où on a mené une campagne d'analyse particulière directement au robinet. Donc on analysait les pesticides directement au robinet des consommateurs. Donc ça représente à peu près 250 analyses. Et aucune de ces analyses n'est revenue non conforme. Ce qui explique le nombre, c'était pour vous expliquer l'augmentation du nombre d'analyses sur cette période. Voilà, donc quand on reprend un petit peu globalement les résultats du contrôle sanitaire, parce que je vous ai parlé des pesticides, mais on ne mesure pas que les pesticides dans le cadre de ce contrôle. On analyse les métaux, les hydrocarbures, la bactériologie, enfin la radioactivité. Ce sont des analyses qui sont parfois très complexes, qui peuvent porter jusqu'à 500 paramètres. Et donc sur l'année 2003, on a fait 1126 prélèvements, dont 100 sur l'eau traitée, 261 en sortie d'usine et 765 directement au robinet. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur la chronique, sur la partie pesticides en 2023, nous avons 100% de conformité au robinet. Et la bactériologie la conformité bactériologique est de 97,1%. Donc des eaux globalement distribuées qui sont de très bonne qualité à l'échelle de la Martinique. Voilà, donc en conclusion sur cette première partie eau du robinet, donc vous avez constaté que on a des ressources qui sont globalement de bonne qualité, qui sont globalement bien protégées naturellement puisqu'elles sont en amont des activités anthropiques. Un traitement adapté de manière générale pour l'ensemble des captages et plus précisément pour le captage dont je vous ai parlé de la rivière Capot. Et puis donc une eau qui est distribuée, qui est compatible avec tous les usages et qu'il convient de préserver et d'économiser. Voilà un petit peu pour la conclusion eau du robinet. Je passe directement à la suite ou... Oui. Alors un petit point également sur les eaux qui sont embouteillées localement. Donc, nous avons donc 2 fontainiers qui sont autorisés à exploiter des eaux de source ou des eaux minérales. Nous n'avons actuellement aucune eau rendue potable par traitement. Vous savez, quand vous achetez une eau embouteillée, vous en avez 3 types. Vous avez des eaux de source, des eaux minérales. Celles-ci doivent être naturellement pures. Elles ne doivent pas être traitées avant d'être embouteillées. Donc, elles doivent respecter l'ensemble des normes dès la sortie de la montagne, en fait. Pour ce qui concerne les eaux rendues potables par traitement, ce n'est pas la même chose. Il y a des traitements autorisés.
Donc ce sont des eaux qui ne sont pas naturellement pures, mais qui peuvent être traitées puis embouteillées. Donc en Martinique, on n'a pas ce type d'eau-là. On voit ce type d'eau, mais ce sont plutôt des produits importés. Et pour ce qui est produit localement, donc, on a une eau minérale et 4 eaux de source que vous connaissez. Et depuis le début du contrôle sanitaire dans les années 95, pour ce qui concerne la chlordécone 99 précisément, nous n'avons jamais relevé aucune trace, aucune quantification de pesticides, donc que ce soit chlordécone ou autre chose. Voilà, donc ces eaux non seulement respectent les normes, comme je vous le disais tout à l'heure, mais en plus, on est bien au-delà de ça, puisqu'on a des captages donc, qui sont situés dans des environnements protégés, aux alentours desquels on n'a jamais fait d'agriculture, enfin c'est de la forêt. Donc voilà, des ressources d'eau embouteillée en Martinique qui sont d'excellente qualité et sans pesticides. Alors maintenant, je vais passer aux eaux des sources naturelles. Vous savez, les sources qui s'écoulent naturellement sur le bord des routes ou sur les terrains privés et que la population utilise régulièrement. Donc ces eaux ne sont pas traitées, elles ne sont pas exploitées non plus. Hein. Il n'y a pas d'exploitants qui les distribuent. Pour autant, étant utilisées par une partie de la population, et notamment sur des périodes particulière encore plus, on a souhaité voir un petit peu comment avait évolué la qualité de ces eaux, puisqu'on avait déjà fait une campagne de mesure il y a une quinzaine d'années. Donc on a refait une nouvelle campagne d'analyse en 2023, et on a pu analyser la qualité de l'eau de 114 sources qui ont été identifiées directement avec les mairies. Donc ces analyses ont été faites par le LTA et Terranadrome, et donc principalement dans le Nord, puisque pour qu'il y ait une source, il faut un certain nombre de conditions météorologiques, des conditions de qualité de sol, etc., et de vitesse d'écoulement. Donc c'est principalement dans le Nord qu'on retrouve des sources. Sur ces 114 sources, ce qu'il faut noter, c'est qu'on en a plus de la moitié qui sont concernées par une présence de chlordécone à des concentrations assez variables, donc parfois très peu, parfois très élevées. Mais en tout cas, la moitié d'entre elles est concernée par une contamination par les pesticides. Vous voyez, si on fait un peu le parallèle avec la qualité des ressources en eau potable dont on a parlé à l'instant, on n'est pas du tout sur le même niveau de qualité des ressources. Quand on regarde un petit peu de plus près ce qu'on relève dans ces sources, donc on a 12 molécules qu'on a relevées sur ces sources, de manière générale. Alors vous voyez le pic de chlordécone, hein, c'est ce qu'on relève dans la grande majorité des cas. Quand il y a des pesticides, il y a bien souvent, enfin vraiment bien souvent, de la chlordécone, donc dans 90% des sources concernées. Et puis ce qu'on voit, c'est que les autres pesticides qui sont relevés, il s'agit que de pesticides qui sont interdits, qui ne sont actuellement plus utilisés et qui continuent à être présents dans ces ressources. Alors, vous voyez, on trouve quand même un certain nombre de molécules. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des sources qui peuvent parfois présenter plusieurs pesticides. Donc là, on vous a mis les sources concernées par le plus de molécules, donc du potiche au Lorrain, à Macouba, pardon, qui est concerné par la présence de 7 molécules pesticides différentes. Donc pour un total, vous voyez une somme de pesticides de 51 microgrammes environ, la norme pesticide dans l'eau potable étant à 0,1. Donc là, on est sur une source qui a 7 molécules en même temps et qui est 500 fois plus élevée en termes de quantité, de concentration que la norme eau potable. Je ne parle même pas du zéro chlordécone, hein, je parle de la norme. Ce qu'on voit également, c'est que si on prend précisément la chlordécone, c'est qu'on a parfois des sources avec des valeurs très très importantes en chlordécone. Donc vous voyez, Morneau-Beu, au Lorrain, on est sur 1100 fois la norme, chlordécone uniquement. Donc voilà. Et ce qu'on relève également, c'est qu'on a l'impression, c'est une tendance qu'il va falloir qu'on confirme par de nouvelles analyses, mais en bleu sur le graphique de gauche, vous voyez les résultats chlordécone que l'on a mesurés il y a une quinzaine d'années, et en orange, les résultats sur les mêmes sources que l'on a mesurés en 2023. Donc vous voyez qu'on a l'impression qu'il y a une augmentation des valeurs en chlordécone dans ces sources. Voilà, donc comme pour le contrôle sanitaire,
on ne mesure pas que les pesticides. Donc là, cette carte représente en fait l'ensemble, enfin une qualification qualité, si vous voulez, de ces sources sur l'ensemble des paramètres, donc pesticides, bactériologie, métaux, etc. Donc là, quand on met tous les risques sanitaires ensemble, sur ces sources, on a 95% des sources qui ne répondent pas aux exigences sanitaires qui sont fixées pour l'eau potable, pour l'eau qui est distribuée au robinet. Donc voilà, on est donc sur des eaux qui ne sont absolument pas comparables du point de vue de leur qualité avec les eaux du robinet, qui sont, elles, contrôlées très régulièrement en plus, contrairement aux sources. Et donc, on identifie des risques sanitaires liés à l'usage, à la consommation de ces eaux de source-là. On a quand même un bon point, c'est qu'on a relevé 6 sources sur les 114, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas rien. Donc 6 sources naturelles qui sont de bonne qualité et qu'il convient de préserver par la mobilisation collective, et 55 sources sans pesticides qui pourraient être améliorées du point de vue bactériologique si on travaillait davantage sur l'assainissement, et notamment l'assainissement collectif, puisque ces sources sont plutôt concernées par un environnement assainissement collectif, non collectif, pardon, excusez-moi. Donc voilà, j'en ai terminé. Donc en conclusion, vous avez vu qu'on a des eaux du robinet, des eaux embouteillées produites localement qui sont de bonne qualité. Par contre, sur la partie eau de source qui souvent attire les personnes, notamment du fait de leur clarté, etc., vous voyez bien qu'on ne peut pas dire que ces eaux ne présentent pas de risque sanitaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions concernant ces eaux? Oui, alors, monsieur en rose, là. Je voulais simplement dire, en tant qu'organisatrice de l'ANSES, que beaucoup sont déçus parce qu'on n'a pas répondu à leurs questions quand on a estimé que ces questions sortaient du propos de l'intervenant, mais que cet après-midi, il y aura un large débat où toutes les questions pourront être abordées sous différents angles. Donc ne partez pas, même si vous n'êtes pas directement, on n'a pas répondu à la question que vous avez posée, ne partez pas, cet après-midi, nous pourrons élargir un peu le débat. Je voulais proposer à M. Ouvillain que quelques questions tout à l'heure, comme celle de la dame qui était venue, qui était restée un peu en suspens, nous prenions le temps de les écouter, même si les intervenants sont déjà partis, puisqu'elle voulait parler des questions sanitaires, donc on pourrait lui donner un temps de parole tout à l'heure. Voilà un petit peu les deux choses que je voulais vous dire. Dans l'organisation, nous avions prévu effectivement de répondre aux questions directement auxquelles pouvait répondre l'intervenant et d'élargir les choses dans l'après-midi, mais il s'agit d'un colloque. C'est-à-dire que nous voulons discuter avec tout le monde et il faudra prévoir un temps où nous allons aborder toutes les questions qui se posent à vous. Alors ne partez pas, même si vous êtes un petit peu déçus. Nous allons rectifier le tir dans l'après-midi en essayant d'élargir aux questions que vous vous posez et que nous aurions aimé poser aussi avec vous. Souple anti-question. Moi, j'entends parler du LMR. Moi, j'entends parler des normes de conformité. SOPS, pitcher, nous, ça y est. Alors, je ne vais pas le prendre en créole parce que vous allez vous moquer, mais le principe des LMR est le même. En fait, on part d'une valeur toxicologique de référence qui ensuite permet de construire des normes de valeur maximale admissible dans certains compartiments. Donc les LMR, ce sont des limites maximales de résidus qui sont appliquées à certains compartiments. Donc en l'occurrence, vous avez parlé de denrées alimentaires, enfin de légumes, voilà. Sur la partie, donc c'est exactement la même construction que pour les normes sanitaires. La seule différence, c'est que le fameux 0,1 microgramme par litre n'a pas été bâti
directement sur une question de toxicité, enfin de VTR, de valeur toxicologique de référence. À l'époque, en fait, les laboratoires avaient comme seuil de quantification des pesticides 0,1 microgramme par litre. Donc l'idée était de dire, dans l'eau, on ne veut que de l'eau. Donc on ne veut pas détecter de molécules. Donc cette norme de 0,1, elle est partie de là, des capacités analytiques des laboratoires au départ. Depuis, il y a eu des évaluations de risque, molécule par molécule, qui ont été menées pour vérifier que cette norme analytique de 0,1 était bien fondée sur le plan sanitaire. Cette norme est restée parce qu'elle est bien plus protectrice. En fait, les paramètres ont chacun des normes sanitaires qui sont dans la majorité, enfin dans tous les cas, plus élevées que ce 0,1 microgramme par litre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Allez-y. Qui donc, les banques apprennent en fait de l'eau en bas au robinet moins, uniquement des collades. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, je dirais que tout dépend concrètement de la... Alors, il y a deux choses, la conformité et la présence ou pas. La quantification ou la conformité, ce sont deux choses différentes puisqu'actuellement, on a des limites de quantification qui sont bien plus basses que la norme de 0,1 microgramme par litre. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, dans les bleus foncés, que ce sont des prélèvements où on avait relevé des traces de pesticides, mais sans qu'elles ne dépassent la norme sanitaire, enfin la norme réglementaire de 0,1. Si vous habitez, je ne sais pas moi, à Font-Saint-Denis par exemple, je peux vous affirmer que vous avez 0,0000 chlordécone dans votre verre au robinet. Si vous habitez comme moi par exemple à Trinité, eh ben voilà, nous bénéficions de l'eau qui est traitée par la station Vivet, dont je vous ai présenté les résultats tout à l'heure. Je vais revenir en arrière pour être précise. Et vous voyez donc, ah non, on ne voit pas. Et vous voyez donc que depuis 2020, vous voyez les petits points bleus, on n'en détecte même pas. Je ne pourrais pas vous dire que c'est 0,0000 comme à Font-Saint-Denis, puisque c'est un captage qui est traité. Donc on est quelque part entre le zéro absolu et la limite de quantification. Personne ne peut dire à quel niveau on est. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas relevé de traces de chlordécone en sortie de la station Vivet depuis 2020, ce qui veut dire qu'on est extrêmement bas dans les concentrations, puisque nous avons choisi le laboratoire Terranadrome, qui est le laboratoire qui a la limite de quantification chlordécone la plus basse au niveau national. Donc vous savez, pour le contrôle sanitaire, ce sont des laboratoires qui doivent être agréés par le ministère de la Santé. Donc parmi ces laboratoires, c'est celui qui permet d'atteindre d'avoir les analyses les plus fines, en fin de compte, sur le paramètre chlordécone. C'est ce laboratoire qui intervient pour le contrôle sanitaire et c'est lui qui nous dit que depuis 2020, on n'a même pas détecté, quantifié cette molécule. On va essayer de faire parler des gens qui n'ont pas parlé là-haut, tout en haut. Là oui, il y a des gens qui ont posé des questions déjà. Laissez la parole à des gens qui n'ont pas encore posé de questions. Madame là-haut. Vous deux, vous avez déjà posé plein de questions. Je peux compléter la question. Oui, voilà. Nous sommes donc ici pour le zéro chlordécone. D'accord? Alors, vous avez dit que toutes les eaux étaient conformes, mais toutes les eaux possèdent de la chlordécone, sauf certaines eaux. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'effectivement, il y a des prises d'eau à la Martinique où il y a exempt de chlordécone. Mais que dans la gestion de l'eau à la Martinique, on fait des interconnexions. On parle de faire des interconnexions. C'est-à-dire, on mélange les eaux quand il en manque à droite pour qu'on en ait suffisamment. Ce qui fait que j'ai déjà attiré l'attention de l'AMSES dessus, puisque nous sommes tous les deux à l'Office de l'eau. J'ai déjà dit, c'est une question, les Martiniquais peuvent bénéficier d'une eau sans chlordécone. Est-ce qu'il faut les mélanger? La question, elle est là. Si on veut vraiment faire quelque chose sans chlordécone, il faut réserver aux Martiniquais des prises d'eau sans chlordécone et pas faire des interconnexions. Donc, pour vous donner une idée, on produit
En gros, le captage de la rivière Capot est le seul qui fonctionne encore en période de sécheresse. Et docteur Montesium, vous le savez mieux que personne, puisque vous pratiquez des activités dans les rivières. Donc, c'est la seule eau qui coule. Donc, la question, à l'heure actuelle, est que si on veut du 0,000 chlordécone, il faut supprimer cette ressource. Ce qui veut dire qu'il faut substituer cette ressource, parce qu'on a besoin de cette eau. Les gens veulent avoir de l'eau au robinet. Moi, je veux avoir de l'eau au robinet. Je pense que tout le monde dans la salle en veut en permanence et de bonne qualité. Donc la question est, peut-on substituer cette ressource ? Actuellement, on ne peut pas trouver 25 000 m3 par jour en substitution. Mais s'il y a une solution, allons-y. Et c'est donc tout l'enjeu des actions, enfin du programme de mesure du SDAGE notamment, mais pas que. On a le plan ODOM, on a les contrats de progrès, enfin on a divers plans qui prévoient tout un tas d'actions pour justement diversifier les ressources, donc aller trouver davantage d'eau. Effectivement, interconnecter, oui, parce que l'idée, c'est que les mêmes personnes ne soient pas toujours impactées par des coupures d'eau, parce que ça, c'est quand même un problème majeur. Mais oui, dans l'absolu, si on pouvait s'en passer, mais pour l'instant, il n'y a pas de baguette magique pour s'en passer. Et encore faudrait-il trouver une ressource de même débit qui ne soit elle-même pas contaminée, ce qui n'est pas non plus simple. Bonjour à tous, bonjour madame. Par rapport à votre... c'est là. Je m'appuie sur une de vos publications où c'était marqué « absence de chlordécone » ou « absence de pesticides ». Je suis un peu perdue parce qu'il y a 4 jours de cela, la Sopamar a publié un article selon Hugo Clément qui mène une enquête sur la pollution et la dépollution de l'eau du robinet. Alors, ils n'ont pas parlé de chlordécone, mais ils ont parlé d'un autre fongicide cancérigène, qui s'appelle le chlorothalonil. Et selon la Sopamar, il disait que c'est une forme dégradée qu'on retrouve dans l'eau du robinet, dans certaines eaux de bouteille. Donc, par rapport à votre publication et la publication de la Sopamar, je vous avouerai que je suis perdue. Donc, j'aimerais avoir une explication par rapport à cela. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est un peu perturbant, parce qu'en plus, il y a beaucoup d'éléments qui circulent sur les réseaux. Il faut bien comprendre que la situation en France hexagonale n'a rien à voir avec celle qu'on connaît ici. Il y a des régions en métropole où on retrouve des dizaines de pesticides à la ressource et qu'on n'arrive pas à substituer cette ressource vers une ressource de meilleure qualité. Donc là, on est obligé de traiter l'eau dans ces cas-là. En Martinique, comme je vous le disais, d'une part, on a la très grande majorité de nos ressources qui n'est pas concernée par une présence de pesticides, chlordécone ou un autre. Ça, c'est vraiment un élément important qu'il faut retenir. Ce sont des captages qui sont dans la forêt, en amont des activités agricoles polluantes, enfin pas qu'agricoles d'ailleurs. Le chlorothalonil n'a jamais été relevé dans les analyses que l'on mène sur les ressources en Martinique. Ce qu'on relève, on en relève d'ailleurs très peu de molécules. On en relève alors 2 systématiquement. Sur la rivière Capot, on a chlordécone et HCH-bêta, dont on parle moins, mais qui est également éliminé de la même manière par le même traitement qui est mis en place par la chlordécone, par la station de Vivey, pardon. Mais chlorothalonil, on n'est pas concerné. On entend aussi... qu'est-ce qu'il y avait encore comme... pardon ? Les PFAS, exactement. Donc ça non plus, on fait des campagnes de recherche de PFAS, on n'est pas concerné par ça. Parce qu'on a la chance d'avoir des captages, encore une fois, qui sont en amont. Mais la difficulté, c'est que plus on remonte, moins on a de pollution, mais moins on a de débit. Donc le compromis est toujours délicat et ce n'est pas toujours le cas dans les régions dont vous parlez. Mais on n'est pas du tout concerné par ces problématiques. Oui, bonjour. Roger Arnaud, Lyonnage, pour dépolluer Martinique, à Sopamar. Une petite anecdote. On travaillait dans des réunions, ça fait un certain nombre d'années quand même, pas trop longtemps, avec l'ODE par exemple. On avait découvert que l'ODE avait fait son travail sur certaines habitations, avait relancé les exploitants sur le problème des fongicides, leur avait recommandé certaines choses à faire.
pratiquement peut-être leur donner le produit. Et quand ces gens-là sont revenus, ils ne l'ont jamais utilisé. Alors c'est pour ça que je dis qu'il faut un contrôle sur le terrain, sans drapeau, sans trompette, sans rien. Et s'il le fallait, avec plusieurs associations et tout, pour qu'il n'y ait pas de doute. Parce qu'il y a ça, le truc de l'ODE qui était quelque chose d'officiel. Mais il suffit que vous connaissiez des gens qui travaillent dans la banane, par exemple, que vous leur posez des questions. Eh bien, vous vous rendez compte que c'est un vrai bordel. Et je dirais même un vrai assassinat. Parce que les gens ne respectent pas, même quand on leur donne certaines facilités. Donc, ça, c'était une observation. En ce qui concerne aussi, parce que moi, je suis pour la prévention, hein, et non être content qu'il y ait un malheur pour parler. Par exemple, il y a l'usine de Saint-Joseph qui est tombée en panne dernièrement et tout, qui a causé beaucoup de problèmes et tout. Moi, je dis qu'il faut aller au fond des choses. Quand cette usine a pu causer autant de dégâts, je dis qu'il faut faire un appel qui a peut-être changé, un arbre des causes. Pourquoi cette usine ne fonctionne pas? Pourquoi elle a été en panne et tout? Un arbre des causes. Pas entre un arbre des causes, ça se fait entre les gens qui sont peu responsables, ceux qui consomment et tout. Et c'est là que l'on voit, qu'on peut voir, parce que c'est pas fait pour punir, c'est fait pour prévenir, pour éviter que ça ne se repasse. C'est là qu'on peut voir aussi tous les problèmes qu'il peut y avoir dans une entreprise, hein, les différentes causes qui font que cette entreprise ne fonctionne pas. Merci, monsieur. On va répondre. Je ne suis pas sûre d'avoir... La Manzo. Alors, Vous n'avez pas parlé de la Manzo et vous n'avez pas parlé phréatique. Alors, la Manzo, je n'en parlerai pas puisque c'est la CTM qui est compétente sur la Manzo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'eau de la rivière Les Ardes sur laquelle on prélève aussi pour l'eau potable, qui est de bonne qualité, qui alimente ce barrage. Pour le reste, je les laisserai répondre s'ils sont présents. Pour l'usine de Rivière-Blanche, j'ai vraiment pas compris votre question. À ma connaissance, aucune des deux usines de la Rivière-Blanche ne sont à l'arrêt. Pour votre information également, pour la partie chlordécone, on prélève une fois par mois pour ces usines et on n'a pas de présence de chlordécone. Elles font partie des ressources en bleu. Donc, j'ai pas véritablement compris la question, à vrai dire. Oui, merci beaucoup. C'est au sujet de nos deux distributeurs. J'y reviens parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que c'est le moment. Didier, nous connaissons, tout le monde connaît où se trouve le captage de Didier. Ah non. Non? Alors, on parle d'eau potable ou d'eau embouteillée? Fontaine Didier, le captage de Didier. D'eau en bouteille, je parle d'eau en bouteille. Ah, donc non, normalement, vous ne devriez pas savoir où se trouve le captage. C'est un forage à Fontaine Didier. Comment? C'est un forage pour l'eau embouteillée qui produit Didier, c'est un forage. On n'a pas d'accès, c'est une zone privée, on n'a pas d'accès aux particuliers. Vous parlez probablement du captage de Didier qui alimente la station de production d'eau potable de Didier qui alimente Fort-de-France et Schellcher. Oui. Donc c'est pas la même chose. Donc c'est un comment dire, le forage, c'est un lieu privé, c'est secret, c'est ça? C'est pas secret, mais c'est un site privé industriel, c'est un fontainier. Donc, sur sa parcelle, il a une résurgence qu'il vient capter avec un forage un petit peu plus profondément. Mais ce n'est pas un site auquel vous avez pu avoir accès a priori. Non. Donc, c'est pareil pour Champflore, je suppose. Champflore également, oui, bon. Tout à fait. Les ressources sont vraiment... D'accord. Mais encore comme les nôtres, dans des environnements forestiers. D'accord. Alors, ma question sur ces deux distributeurs est la suivante. Est-ce que les tests, les analyses faites sur ces eaux, s'il y a des analyses faites sur ces eaux-là, ces analyses-là sont-elles faites par les distributeurs eux-mêmes ou par l'ARS? Ça, c'est la première question. J'en ai une autre. Alors, quelle est la différence entre une eau conforme, une eau potable et une eau saine? Et puis ma dernière. Il va falloir que je retienne. Est-ce que vous avez conscience, vous, madame l'agent, la représentante de l'ARS ici,
que lors de l'enquête parlementaire qu'il y a eu dernièrement sur le chlordécone, il y a eu un agent de l'ARS qui a avoué en pleurant que cet organisme avait laissé boire de l'eau chlordéconée aux Martiniquais. Avez-vous conscience, madame, que les réponses que vous allez nous donner ici Alors, pour ce qui concerne les réponses, on ne va pas vous croire. Moi, je ne vous croirai pas. Alors, l'idée, c'est pas que vous me croyez ou pas. Hein. L'idée, c'est de vous apporter une information factuelle. Après, chacun se fait sa propre opinion, mais il est important qu'on puisse intervenir pour donner des informations objectives. Vous en croyez ce que vous voulez, mais par rapport au réseau qui relaie énormément de fausses vérités, je pense qu'il était important qu'on vienne vous dire la vérité que nous, on voit au travers du contrôle sanitaire. Maintenant, effectivement, c'est pas de vous dire ne vous oblige pas à croire. C'est un choix personnel, un positionnement. Pour ce qui me concerne, j'habite Trinité et je bois l'eau de la rivière Capot, traitée par Vivet depuis toujours. Elle a alimenté mes enfants. Donc après, chacun se fait sa propre idée. Vous me permettez que nous soyons méfiants par rapport aux réponses que nous donne l'ARS. Absolument. Chacun se fait sa propre idée. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre, mais vous apporter une information. Pour la question sur qui fait les analyses, donc que ce soit pour l'eau du robinet ou pour les eaux qui sont embouteillées, on a ce qu'on appelle la surveillance, l'autosurveillance de l'exploitant, qui est faite au quotidien, hein, tous les jours, ils analysent leurs produits, etc. Et on a en plus le contrôle sanitaire dont je vous ai parlé aujourd'hui qui s'exerce. Donc moi, ce que je vous ai raconté, enfin les éléments chiffrés que je vous ai communiqués aujourd'hui ne concernent que le contrôle sanitaire, mais il y a également une autosurveillance de chacun des producteurs et d'exploitants d'eau. Je crois qu'il y avait une autre question, mais quelle est la différence entre une eau? Alors, une eau potable, c'est une eau qui respecte l'ensemble des normes sanitaires. Voilà. Donc, que ce soit bactériologique, pesticides, etc. Oui, bonjour tout le monde. Sur la rivière, il y a une captation qui se fait sur une des rivières Monsieur, entre Saint-Joseph et Fort-de-France. Cette rivière Monsieur sort d'une plantation de bananes qui a été traitée dans les années 80-90 par l'épandage du chlordécone. Tout à fait. Oui, j'aurais voulu savoir, est-ce que cette captation, elle est toujours en cours? Et l'eau qui sort, qui va vers le château d'eau de Rivière-Laure, vers Ravine-Vilaine, est-elle sans chlordécone? Oui. Alors, je ne sais pas si on peut remettre à l'écran la carte. Vous voyez donc Rivière-Monsieur dont vous parlez, le captage c'est celui qui est au centre en orange barré. Donc c'était un captage qui a été exploité effectivement jusqu'à 2011, qui était traité au niveau de la station de Caféière, donc à Rivière-Laure, et qui alimentait la zone de Rivière-Laure. Ce captage a été fermé, comme je vous le disais, en 2011, et désormais, l'eau qui arrive sur le château d'eau de Rivière-Laure, c'est l'eau de Cœur-Bouliqui, l'eau de la rivière Blanche, le captage de Cœur-Bouliqui, captage en rivière de Cœur-Bouliqui. Voilà, donc cette rivière n'est absolument pas concernée par la présence de pesticides, c'est une ressource en bleu sur la carte, donc la zone est exempte de pesticides. Mais c'est un captage qui a été exploité. Alors, je rajouterais que justement, nous avons mené, tout à l'heure, je vous ai parlé très rapidement d'une campagne de mesure de pesticides spécifiquement au robinet qu'on avait menée avec 250 analyses qui ont été réalisées. Ces analyses ont été conduites sur chacune des réseaux, sur chacun plutôt des réseaux de distribution, justement pour voir est-ce que l'usage ancien d'un captage chlordéconé qui n'est plus utilisé maintenant pouvait avoir une répercussion sur la qualité de l'eau qui transite dans le tuyau. Donc on est allé voir au robinet si on retrouvait des traces de pesticides. On n'a rien retrouvé du tout. Voilà. Alors, merci beaucoup. Mais je ne vais pas la couper. Ça ne peut rien te dire.
Et qui ont vécu dans les environs de l'épandage du chlordécone. Je ne me permettrai pas de répondre sur la partie médicale, mais J'ai fait par hasard, j'ai eu un coup de fil, je pense qu'ils ont fait une petite enquête, l'ARS, et par hasard, on m'a convoqué à participer à une enquête, à la recherche sur le chlordécone. J'étais pas informée, quelqu'un m'a appelé, je pense, pour faire partie de la recherche. Et c'est comme ça qu'on a su, parce que j'étais à 1 kilomètre de l'épandage, et c'est comme ça qu'on a su, par cette analyse, parce que j'ai fait partie de la recherche, de 4 à 5 fois le taux de chlordécone dans le sang. vous avez parlé de la chlordéconémie déjà. J'ai une question. Ah, merci beaucoup. Alors, moi, j'aimerais savoir par rapport vous parlez de Vivet. Je suppose que c'est toujours du charbon actif qui est utilisé en partie. Si vous pouvez nous parler de cette technique et si c'est tous les 6 mois, à quelle fréquence ce charbon, donc, du coup, il est changé? Ça, c'est la première question. Et puis, vous avez parlé de 6 sources naturelles. Est-ce que vous pouvez nous les indiquer ou c'est volontairement que vous ne les avez pas citées par rapport aux 6 sources? Celles qui sont de bonne qualité? C'est cela. Voilà, c'est 2 grosses questions que je voulais poser. Alors, je vais commencer par la dernière. Non, ce n'est pas volontairement que je ne les ai pas citées. Maintenant, attention, ce sont des sources, je peux te donner leur nom, il n'y a pas de difficulté, mais ce ne sont pas des sources qui sont contrôlées régulièrement. Hein, donc, ce sont des données ponctuelles qu'il faut conforter par la suite. Donc, ces sources, on a la source de Médaille, par exemple, on a la source Attila, on a la source, les 3 sources, l'Alma. Voilà. On a également 2 sources dans le sud, mais qui sont beaucoup moins accessibles. Sur la question de Vivet, effectivement, c'est un traitement charbon actif en poudre au moment de la. Donc, il y a pour traiter l'eau, en fait, d'abord on commence par la clarifier. Donc, on récupère, en fait, on exclut la matière en suspension. Donc, on appelle ça un traitement de clarification. Et c'est à cette étape, qu'on introduit le charbon actif, qui va décanter avec la matière organique, la matière en suspension. On va récupérer l'eau qui surnage. Et ensuite, on va la passer dans des membranes d'ultrafiltration pour récupérer les derniers éléments qui pourraient rester dans l'eau décantée. Donc, c'est du charbon actif en poudre, c'est pas du charbon actif en grains, contrairement à d'autres régions. Donc, c'est un charbon actif qui est bien plus efficace en termes de traitement et qui est très bien maîtrisé. Donc, il y a une injection permanente en fait de charbon actif et un retrait permanent du charbon qui est saturé. Donc c'est une opération en continu et qui fonctionne bien. On n'a pas le graphique puisque vous avez vu sur le graphique que depuis 2020 on n'a pas aucune quantification. Donc voilà, les stocks sont bien gérés et c'est pas le cas partout. Oui, donc en fait j'ai 2 questions justement. Alors, par rapport au charbon actif, comment il est stocké, où il est stocké et comment est-il recyclé? Est-ce qu'il est envoyé en France pour être recyclé? Et vous avez parlé dans les diapos de captage, mais je n'ai pas vu forage. Est-ce que les forages sont dans les captages? Et je sais qu'il y a un forage, par exemple, au Makuba, où on retrouve des pesticides et ça sert à irriguer les plantations. Donc en fait, il y a une nouvelle pollution des plantations puisque cette eau de forage, elle est polluée. Voilà, donc, voilà. Alors, effectivement, dans les captages, dans les ressources qui sont exploitées pour l'eau potable, on a majoritairement des rivières, donc à 95% ce sont des rivières, mais on a également des eaux souterraines, donc soit qui sont forées, enfin qui sont extraites du sous-sol par un forage, soit qui s'écoulent naturellement et qu'on va récupérer à la sortie de la source, donc des émergences naturelles, des forages, mais principalement des rivières. Là, je ne vous ai parlé que des ressources en eau destinées à la production d'eau potable, pas du tout pour l'irrigation, et je ne pourrais pas répondre à votre question sur cette partie, puisque ça relève de champs de compétences qui ne sont pas les miens.
Ah oui, le stockage du charbon actif. Alors, donc, le charbon actif, pour l'instant, n'est utilisé que sur l'usine de Vevey, hein, comme je vous le disais. Donc, il est stocké dans l'usine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Hein, je préférerais que ce soit... Pardon ? Ah, le recyclage, oui. Alors, ce sont des... Bon, là encore, alors ce sont des bouts qui sont récupérés en fond de décanteur et qui sont ensuite traités au niveau des décharges. Ce sont enfin, ça part dans les DSDN. Non, c'est l'ISDND. L'ISDND, l'Institut déchets non. Oui, c'est un déchet. Oui. Donc il n'y a pas de recyclage. Bon, écoutez, excusez-moi, mais là, il est passé 13h et nous devons arrêter. Alors, avant que je passe la parole à la présidente qui veut vous dire, simplement au niveau logistique, à l'extérieur à gauche, il y a monsieur Malsa qui fait de la nourriture bio et qui vous attend. Moi, je passe la parole. Merci beaucoup, madame. Et je vous passe la parole à la présidente qui veut vous dire un petit mot. Voilà. Non, je voulais faire le lien parce que je pense que certains sont perdus entre ce qui a été dit ce matin sur les petites doses répétitives et puis c'est cette eau conforme qui a 0,10 microgrammes mais qui n'est pas 0 chlordécone. C'est pas tout à fait ça. Ah bon. Alors. Oui. Oui. C'est inférieur aux limites de quantification. Parce que je pense que certains ont été... Voilà. Certains sont perdus par rapport à ce 0,10 hein, que l'on retrouve dans certaines analyses. De mémoire, ce 0,10 avait été fixé par la Commission. Ce 0,10 avait été fixé par la Commission européenne. Comme le chlordécone n'est plus un pesticide qui est recherché, qui n'est plus commercialisé, tous les pesticides qui ne sont plus commercialisés, la Commission européenne avait demandé qu'on leur fixe un taux limite de 0,10. Et c'est ce 0,10 que l'on retrouve de façon normative. C'est bien ça. Le 0,10, c'est la Commission européenne, c'est les normes réglementaires fixés par la Commission européenne qui sont généraux pour tous les produits qui ne sont plus commercialisés. Donc la Commission européenne a estimé que c'est négatif dès lors que vous avez moins de 0,10. Simplement, ce que dit Madame Julien et qui est très juste, c'est qu'à la Martinique, et je crois que l'on le droit à Monsieur Claude Lise quand il était président du Conseil général, c'est comme nous sommes allés beaucoup plus loin que ce 0,10. On pourrait très bien se contenter avec le charbon actif de 0,10 dans l'eau, et là, on serait tout à fait dans la norme européenne. Monsieur Lise, quand il était président, avait demandé qu'il y ait cette ultrafiltration qui a permis de descendre encore beaucoup plus bas et d'arriver très proche de la limite de détection. Voilà. C'était pour pouvoir faire le lien avec ce que j'ai dit ce matin, cette eau du robinet, dont on a trouvé qu'elle pouvait être responsable de fibrillation auriculaire. Cette eau du robinet de 0,10 dont on a vu qu'elle pouvait être responsable, ça avait été fait par des équipes, d'ailleurs en Guadeloupe, je pense que des équipes qui avaient fait en Guadeloupe. Effectivement, quand vous arrivez à 0,10, vous êtes dans les petites doses dont on a parlé ce matin, qui peuvent très bien être responsables de pathologies différentes des fortes doses. Mais là, en Martinique, ce que dit Madame Julien, si j'ai bien compris, c'est que grâce à nos deux procédés de charbon actif et d'ultrafiltration, nous descendons proche de la limite de détection. Ben, voilà. Mais toutes les ressources qui sont a priori inférieures à la limite de détection vous donnent une autre inférieure à la limite de détection. Il n'y a que pour Vivey, ceux qui sont alimentés par Vivey, où on se rapproche de plus en plus de la limite de détection. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire, parce qu'il y a une confusion entre les petites doses que j'ai présentées ce matin et puis parce que pour beaucoup de personnes, la
contamination qu'ils ont au chlordécone vient de l'eau du robinet. C'est bien ça, madame? C'est bien ce qu'elle dit, voilà, que la contamination vient de l'eau du robinet. Alors, ce qu'avait signalé monsieur Éric Godard, dont on a parlé tout à l'heure, remonte aux années 99. Hein, c'était au moment où on commençait à découvrir la contamination des eaux de rivière, c'était les années 99-2000. Et effectivement, on ne recherchait pas le chlordécone. Lui, il avait demandé que ce soit recherché. Les autorités sanitaires n'avaient pas accepté et il était malheureux de voir les dégâts potentiels que ça avait fait sur le plan sanitaire. Mais depuis ça, il y a eu quand même une certaine évolution, et notamment le traitement. Et ce double traitement de Vivet, charbon actif plus ultrafiltration, qui nous permet d'arriver au niveau de la limite de détection. Alors, écoutez, voilà, je crois qu'on va faire une petite pause pour se restaurer et reprendre à 14h. On va essayer de reprendre vraiment à 14h dans la mesure où on doit libérer l'université. Alors, cet après-midi à 14h, c'est un débat libre. Chacun pourra dire un petit peu ce qu'il pense. Mais c'est surtout ce que nous aurions voulu à l'AMSES, c'est sortir de cette impasse sanitaire avec vous. Hein? C'est-à-dire voir, est-ce que nous allons faire des commissions de travail pour aller plus loin par rapport à tout ce que vous avez entendu ce matin, notamment est-ce qu'il y a possibilité de chercher d'autres forages, d'autres sources non contaminées pour qu'on n'ait plus cette ressource unique contaminée de Vivet. Et comment faire également pour les agriculteurs qui ont une terre contaminée, dans la mesure où on sait qu'il y a beaucoup d'espaces forestiers qui ne sont pas contaminés.